Alors vous le savez, donc aujourd'hui il faut essayer de passer à l'échelle et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des projets pré-notifiés par la France dans ce qu'on appelle les IPCEI, donc ces projets d'intérêt européens communs. Il se trouve que Elogen fait partie des heureux lauréats de cette liste des 15. J'imagine qu'il y a une certaine fierté quelque part aussi à être... Alors on sait bien que c'est pré-notifié, après c'est l'Europe qui décide, mais enfin c'est quand même déjà pas mal. Oui, effectivement, la partie n'est pas encore complètement jouée, mais oui, de la fierté, un honneur, je dirais presque. Alors, je peux peut-être vous dire quelques mots sur Elogen. Donc, Elogen est un concepteur et fabricant français d'électrolyseurs. Nous faisons des électrolyseurs depuis une quinzaine d'années et nous faisons partie d'une ETI française qui s'appelle GTT, qui est un leader mondial des technologies de stockage de gaz cryogénique. Et donc à ce titre, on a des collègues chez GTT également qui développent des technologies de stockage d'hydrogène liquide. Alors nous sommes le seul acteur en France qui propose des électrolyseurs dits PEM, PEM, ce qui veut dire membrane échangeuse de protons. Et aujourd'hui, nous comptons environ une soixantaine de collaborateurs avec une croissance forte. Et on a un très fort intérêt pour la R&D, pour le développement de notre technologie. Le but étant de développer des électrolyseurs de plus en plus puissants et également améliorer leur efficacité puisque l'élément de coût primordial d'un kilo d'hydrogène vert, c'est l'électricité. Voilà. Et donc à ce titre, effectivement, nous faisons partie des 15 projets pré-notifiés par la France à la Commission européenne pour le PIEC. Donc ce projet inclut le volet R&D dont je viens de parler, et également un projet d'usine de stack, c'est-à-dire les réacteurs des électrolyseurs, usine que nous avons prévu d'implanter pas très loin d'ici à Vendôme, et que nous prévoyons de démarrer en 2025. Peut-être une petite réaction, Taya, parce que chez Life, on est producteur d'hydrogène vert et j'imagine qu'on aime bien quand il y a des bonnes nouvelles du côté des fabricants d'électrolyseurs. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Félicitations déjà. Donc nous, on est des producteurs d'hydrogène, on utilise des électrolyseurs. Donc on achète beaucoup d'électrolyseurs. On travaille avec plusieurs fabricants et l'électrolyse est une partie importante dans la production. Notre objectif, c'est de produire de l'hydrogène vert à des prix raisonnables et bien. Et du coup, pour ça, il faut aussi avoir des électrolyseurs qui sont bien, qui sont fiables, qui sont disponibles. Et du coup, on est très content en fait de voir que la France soutient des fabricants d'électrolyse parce qu'on en a besoin. Et puis il y a cette volonté aussi, non seulement de fabriquer en France, mais aussi de choisir des sous-traitants le plus possible de l'Hexagone. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, on réalise 60% de nos achats en France. Alors on est dans une phase où on se développe fortement, où tout va très vite, et on trouve qu'il y a un réel confort à travailler avec des acteurs qui sont près de chez nous, parce que c'est la garantie de réactivité, sans parler de la compétence. Et à ce titre, par exemple, on est en train de s'organiser pour rapatrier en France la production d'éléments en composite qui actuellement sont intégrés dans nos stacks, parce qu'on trouve des acteurs très performants, plutôt orientés jusqu'à présent vers l'automobile et qui voient dans l'électrolyse, l'hydrogène, un vecteur de croissance renouvelé pour eux. C'est un accord gagnant-gagnant, parce que cette filière en fait, qui est en train de perdre des fois des parts de marché, peut du coup apporter son expertise sur une autre industrie en devenir. Exactement. Donc, nous aussi, c'est beaucoup de confort de travailler avec des gens qui ont beaucoup de bouteilles. Et puis, ma conviction, c'est que nous, on travaille pour automatiser nos processus de production. Si on intègre par ailleurs des produits différenciants à forte valeur ajoutée, moi, je ne vois pas pour quelle raison on n'arriverait pas à être compétitif en produisant en France. Réaction peut-être de M. Degnoux, puisque donc Comeca, vous êtes au Mans et vous êtes partenaire justement des fabricants d'électrolyseurs. Oui, tout à fait. Donc, oui. Oui, ben, je suis ravi en voie de voir deux clients pour la société Comeca. Donc, je rappelle, nous fournissons en fait toute la distribution électrique et la conversion de puissance de plusieurs centaines de kilowatts à plusieurs mégawatts. Vous le rappelez, donc fabriqué au Mans. Et pour moi, le Made in France est également une part importante dans nos choix, dans notre conception déjà. Il faut pouvoir utiliser des composants
au maximum local, ou en tout cas les plus proches, et trouver des composants compétitifs. Par ailleurs, sur Le Mans, vous avez une autre société qui s'appelle PowerX, je me fais leur voix, qui fabrique des semi-conducteurs de puissance dans des domaines comme l'aéronautique ou la défense, et pour lesquels on essaye de travailler ensemble pour justement les intégrer dans nos convertisseurs. Pour moi, ça passe donc par la conception. Évidemment, produire le maximum sur le territoire. Comeka a plusieurs usines de production avec un maillage important sur tout le territoire. Et sur Le Mans, pour moi, le troisième volet, c'est justement notre projet d'ici 2024 de construire un nouveau centre Comeka qui s'appellera Comeka Tech Lab, qui intégrera en fait toute notre ingénierie. L'ingénierie donc pour la partie conception de ces convertisseurs, et puis également la production de ces unités de centaines de kilowatts avec plusieurs mégawatts. Voilà. Dernier volet important pour moi, c'est la formation. Ça paraît bête, mais pour le Made in France, il faut des gens formés, des gens compétents. Et c'est d'ailleurs avec quoi je discute aujourd'hui avec Le Mans. C'est autour de la filière hydrogène, de pouvoir intégrer dans un maillage assez local, régional, des gens formés, compétents, qui pourront répondre demain à nos besoins. Et on en parlera bien sûr un petit peu plus tard dans le programme. Merci pour cet éclairage. Taya, on va parler de Life. C'était une toute petite structure en 2017 quand elle a été créée. Et là, vous venez d'entrer en bourse. Oui. Attention. Oui. La moindre chose que vous allez dire peut être, attention, analysée. Je fais attention. J'en vois un qui rigole, il sait ce que c'est aussi. Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas la société Life, nous sommes des producteurs d'hydrogène renouvelable. Effectivement, on a démarré en 2017, on était 8. Aujourd'hui, on est une centaine de personnes, on sera à 150 à la fin de l'année. Et ça, c'est le premier projet historique. On va commencer à croître comme ça. On va rester un petit peu là-dessus, sur Bois en Vendée, justement. Voilà, donc notre premier projet qui aujourd'hui est en opération. Donc, c'est le premier projet au monde avec cette taille-là, connecté directement à des énergies renouvelables. Donc, nous sourçons vraiment de l'énergie renouvelable en direct. La production, ça produit depuis le mois de septembre. Ouais, août ou septembre de cette année, et aujourd'hui on livre des clients. Donc on livre Lidl qui est pas très loin, ils ont des chariots élévateurs, on livre la RATP, des bus de la RATP, on livre le Mans avec les bus du Mans ici, on a même un conteneur à l'extérieur avec notre partenaire EODEV pour fournir de l'électricité ici, enfin de l'hydrogène de notre côté. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin de l'hydrogène vert, n'hésitez pas à nous contacter, nous livrons partout en France. Il y a cette station, bien sûr, qui a été faite en Vendée, station multi-énergie d'ailleurs. Absolument. Donc, avec notre partenaire Vendée Énergie, qui a fait une station-service sur laquelle aujourd'hui se charge la RATP, plus des véhicules utilitaires, des Mirail, voilà, tout véhicule qui aujourd'hui a besoin de l'hydrogène. Il y a beaucoup de projets en ce moment chez Life, et certains se font en France, dans le Grand Ouest, notamment dans les zones portuaires. Donc, on en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout à fait. Donc, vous avez vu notre introduction en bourse. On a levé 110 millions d'euros. C'était un travail de à peu près 1 an pour y arriver. Et avec ces 110 millions d'euros, nous avons de quoi réaliser nos ambitions. Donc, ils seront là pour investir dans des sites de production d'hydrogène. Et notre projet phare ici dans le Grand Ouest s'appelle Vigo, fait en partenariat avec Engie, avec des syndicats d'énergie, avec la Vendée, avec le Morbihan, etc. Et l'objectif est de mettre en place des sites de production un peu plus costauds pour pouvoir réduire les coûts et de donner accès à l'hydrogène renouvelable pour tout le monde. C'est de mutualiser les infrastructures, c'est de mutualiser les usages, acheter des bus de manière groupée, etc., pour que la filière prenne et pour qu'on ait de l'hydrogène renouvelable à prix compétitif pour tout le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour le monde de l'électrolyse. Ça vous ravit, ce genre de projet? Ah oui, complètement. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde, on a à peu près 400 mégawatts d'électrolyse installés, à peu de choses près. Philippe a sûrement un chiffre en tête plus précis. Et si on met ça en regard de l'objectif que s'est fixé l'Europe pour 2030, c'est 40 gigawatts. Donc c'est 2 ordres de grandeur supplémentaires, c'est un vrai saut quantique. Et à mon avis,
Pardon, oui. Oui, tu as raison. Enfin, bon, c'est un saut quantique. Et à mon avis, pour y arriver, il ne s'agit pas uniquement de mettre beaucoup de subventions sur la table pour aider les acteurs. Il faut aussi susciter l'adhésion des consommateurs d'hydrogène à l'autre bout de la chaîne. Et des projets comme Boin, par exemple, ben, ça montre aux gens que ça peut marcher. Et petit à petit, ils vont oser sauter le pas et faire le switch vers l'hydrogène vert. Ouais, nous, on n'arrête pas de dire qu'il faut subventionner nos clients plutôt que nous. Nous, on a besoin de clients en tant que producteurs d'hydrogène. Si vous pouvez donner de l'aide à ceux qui font des véhicules, à ceux qui mettent en place des stations-service, il suffit. En France, si vous voulez mailler le territoire, c'est 400 stations-service, c'est 400 millions d'euros. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui prend note? Mais c'est tout ce qu'il faut faire pour avoir une infrastructure de distribution en France. Nous, c'est ça qu'il nous faut, c'est des clients. Un petit mot peut-être sur les projets d'éoliennes flottantes, parce qu'il y a quelque chose qui se fait ici au Croisic, c'est encore en projet, puis des projets, il y en a plein dans ce domaine-là, je crois, en Europe. On commence à le voir parce qu'il faut aller chercher l'électricité renouvelable là où elle est vraiment disponible. Et elle est disponible en grande quantité via le offshore. Et nous, on croit très fortement au fait de pouvoir produire de l'hydrogène offshore. Et aujourd'hui, on travaille sur un projet. Notre premier électrolyseur offshore flottera normalement cet été et sera connecté directement à une éolienne offshore, pas très très loin de Nantes, au large du SEMREV. On arrive à la fin de cette session bientôt. Jean-Baptiste Chaumet, encore un mot sur le passage à l'échelle, parce qu'on voit qu'on arrive à la tonne. Ce qu'il faut, c'est des dizaines, voire des centaines de tonnes bientôt, par jour. Ouais. Ben, c'est vrai qu'il y a pas si longtemps que ça, quelques années, on faisait des électrolyseurs qui faisaient quelques kilos, quelques dizaines de kilos par jour. Et déjà, il y a effectivement une étape en ce moment. Nous, on voit en France, à l'international, beaucoup d'appétit pour des machines encore de l'ordre de la centaine de kilos jour et voire plusieurs tonnes jour. Et déjà, pour nous, c'est des prospects très intéressants parce que c'est ça qui va donner la confiance aux acteurs, des industriels notamment. Et puis aussi, c'est déjà des volumes qui peuvent permettre à des fabricants d'électrolyseurs de s'organiser, de s'industrialiser pour passer à l'échelle. Alors après, effectivement, les très grands projets vont venir, hein, c'est vrai. Alors ils sont, j'imagine, plus difficiles à structurer. Il faut vendre l'hydrogène en aval et sécuriser les électrons en amont. Et puis, il faut que les usines, les fameuses gigafactories, se mettent en route. Et c'est là que le PIEC joue un rôle capital. Et on est ravi que la notification, a priori, soit très proche. C'est clé pour permettre aux acteurs d'être à l'heure. Et puis c'est bien pour les sous-traitants également, non, ce genre de projet Oui, tout à fait. costaud, on va dire. Alors, on a bien pris en mesure l'effet d'échelle et le passage à un autre niveau hein, sur cette filière hydrogène. Et c'est d'autant pourquoi Comeka aujourd'hui, justement, donc, va mettre tout en œuvre pour construire ce nouveau centre sur le Mans. Et puis également alimenter et pouvoir utiliser notre parc industriel, hein, plusieurs usines, une petite quinzaine en France, pour pouvoir produire demain les convertisseurs qui serviront aux électrolyseurs. Merci à vous trois pour cette première partie sur le Made in France. On va donc parler de mobilité. On va commencer avec David Holderbach, le président de HYVIA, qui nous fait l'honneur de venir jusqu'ici. HYVIA, c'est la co-entreprise entre Renault et Plug Power. Donc, vous passez au stade industriel. Alors, on parlait tout à l'heure de PIEC, enfin, ces fameux projets d'intérêt commun européen. Vous faites partie, vous aussi, de la liste, hein, de ceux qui ont été prénotifiés. Ça, c'est plutôt de bon augure pour le Made in France, d'ailleurs. Tout à fait, pour nous, c'est une réelle... Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, ce projet pour nous, cette prénotification pour nous, souligne l'importance que notre proposition, notre écosystème, que je pourrais décrire un peu plus tard, a aux yeux de la France et de la communauté européenne. Il doit être content, le grand patron, non, Luca De Meo? Tout à fait. Donc, j'ai des actionnaires qui sont Renault d'un côté et Plug Power qui sont très attentifs à ce sujet, en effet. Non, mais blague à part, c'est vrai que le directeur général de Renault est quelqu'un qui semble vraiment croire en
en l'hydrogène qui trouvent que c'est intéressant. Tout à fait. Nous avons, en fait, j'ai 4 supporters majeurs. D'un côté, j'ai Luca De Meo, le CEO de Renault Group, et son président Jean-Dominique Sénard, qui sont tous les deux côté France absolument très très forts supporters de l'hydrogène. Et bien entendu, côté Plug Power, j'ai Andy Marsh et George McNamee, qui eux aussi sont des très forts ambassadeurs pour EVIA. Alors, on va découvrir à l'image pendant que vous parlez donc cette offre. Hein. Alors ça d'ailleurs, c'était le film qui tournait lorsqu'ils avaient fait une communication il n'y a pas très longtemps. C'était au moment de l'inauguration de la ligne de production sur le site de Flins, en région parisienne. Exactement. Donc le 15 mars passé, nous avons inauguré notre ligne d'assemblage de piles à combustible. Donc clairement, c'est du Made in France. Donc cette ligne est encore petite. Hein. On commence avec une ligne qui est relativement manuelle, avec une capacité annuelle de 1000 unités qu'on va savoir doubler et dupliquer rapidement. Encore une fois, le projet de l'IPCEI nous permettra de développer davantage cette usine. Et donc pour nous, c'est aussi le début d'un travail très important qui est à la fois industriel, technologique et humain, puisque effectivement on récupère des opérateurs qui étaient dans l'usine de Flins et qui maintenant sont devenus des opérateurs qui sont formés à l'hydrogène. Et du coup, ils vivent ça comment, en fait, cette aventure? Dans quel état d'esprit ils abordent ça? Eh bien, écoutez, on a eu l'opportunité vendredi. Vendredi, c'était nos 1 an. Donc, déjà un an. Le temps passe très vite. Et en fait, on a pu discuter tous ensemble. Et en fait, ils m'expliquaient lors de cet événement que quand ils ont rejoint EVIA, leurs collègues, quelque part, les challengeaient en disant t'es sûr, est-ce que c'est bien sérieux, tout ça. Et aujourd'hui, ils en sont encore plus fiers d'avoir pris ce challenge, cette audace de changer d'environnement, de prendre un risque, parce que il y a 15 jours, ils ont présenté leur travail au roi de Suède, qui venait regarder ce que faisait EVIA. Et là, on découvre les 3 versions déjà du futur Master hydrogène. Tout à fait. Donc ici, vous avez les 3 voitures. Donc on part de la base du Renault Master, hein, qui en fait, c'est un des apports que nous amène Renault, c'est son savoir-faire sur le véhicule utilitaire. On le décline en 3 versions. Un châssis cabine qui fait 20 mètres cubes, un fourgon qui va faire la majorité des volumes, 12 mètres cubes, et un citybus qui est très très bien adapté pour les agglomérations. Ce pont est gigantesque, je ne sais pas où vous l'avez trouvé, mais c'est très joli en tout cas. Blague à part, donc depuis 1 an, vous faites beaucoup de salons, vous en avez fait énormément d'ailleurs ces dernières semaines. Et vous m'avez expliqué, David, que quand vous étiez à Hanovre il y a quelques jours, en fait vous avez fait le tour des sous-traitants français pour voir comment les intégrer. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on commence cette fameuse ligne d'assemblage avec des composants qui nous viennent principalement des fournisseurs de Plug Power, donc des fournisseurs qui ne sont pas en France ni en Europe. Et nous avons initié tout un travail, un petit peu comme Élogène le mentionnait juste précédemment, tout un travail de identifier les compétences et le savoir-faire pour avoir des fournisseurs en France et en Europe pour nous permettre de réduire les délais, avoir une interface beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactive et quelque part s'affranchir des risques que l'on a de la logistique internationale qu'on peut voir aujourd'hui. Alors Christophe Gosselin, notre grand témoin, vous le savez, et Plug Power, Christophe, vous connaissez bien? Alors, on intègre des piles, hein, des fuel cells de Plug Power. Donc il y a, sur un des véhicules, là, on a une pile de 15 kW et sur le plus gros, c'est un 30 kW. Donc sachant que notre business model, il est agnostique, c'est-à-dire qu'il est de pouvoir monter des composants du pays. Ces véhicules, après, vont partir aux États-Unis et ça paraît logique d'intégrer localement un fournisseur qui sera Plug Power, bien sûr. Sur la partie Forestia aussi, des usines là-bas. On a aussi une intégration du tank Forestia. Donc nous, notre business model, c'est de se déployer à l'international, pas sur des gigafactories. On est sur un principe de créer des petites entités. On en a signé 5, c'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, on fabrique à Singapour. On est en train d'autonomiser le port de Singapour avec des gros véhicules. C'est des véhicules qui font 100 tonnes. On appelle ça des AGV. On a signé le Qatar, on a signé l'Australie, Nouvelle-Zélande. Donc on vient de signer le Canada. Donc l'idée, c'est au Canada, c'est d'assembler localement et d'assembler, donc encore une fois, d'intégrer en local, surtout pour offrir le meilleur after-sales services. C'est un vrai enjeu.
on vit des choses quand même un peu compliquées. Hein. On voit à travers tous nos débats que c'est quand même pas simple. Et du coup, on est sur le transport as a service. C'est l'idée de porter la partie infrastructure. Ça nous est demandé par les grands clients. On travaille avec le leader du e-commerce et aussi UPS, hein, qui est un autre leader dans le domaine du transport, sur des quantités beaucoup plus importantes. Et l'idée d'emmener l'écosystème, hein, et aussi l'écosystème français, de créer l'infrastructure sur un terminal portuaire et sur les centres logistiques, sur le refueling, hein, que ce soit électrique donc arriver à la fin à rendre un service qui va plus être celui de vendre un actif ou de manager des assets. Ça va vraiment être de dire on est sur du service et on va facturer au conteneur, au kilomètre. Alors ça simplifierait grandement cette réticence parce que comme tout changement, on sait que vous savez qu'en termes de marketing, il n'y a que 12% de early adopters. Il y a surtout beaucoup de conservateurs. Sur le dernier iPhone, vous avez toujours celui qui dit ça va pas marcher. J'attends 3-4 ans, j'attends la dernière version quand ça marchera. Donc si on peut gommer... depuis le temps, il devrait savoir que ça marche quand même. Pardon ? Il devrait savoir que ça marche depuis le temps quand même. Et donc si on peut gommer ces résistances au changement par une facilité et management des assets, c'est très attendu par les grands players portuaires et centres logistiques. Vous êtes un grand voyageur, ça, on l'a compris. En tout cas, vous n'oubliez pas vos racines, puisque donc vous travaillez avec Forestia, qui effectivement fait partie aussi des 15 lauréats, hein, de ces fameux IPCEI. Et puis, en Bourgogne, région Franche-Comté, eh bien, vous augmentez vos capacités de production. Alors effectivement, on a pris un site à Saint-Vallier, donc c'est la société Métalliance qui a une expertise. Ils font des trains suiveurs sur pneus qui sont électriques, qui seront peut-être un jour aussi hydrogène. Et on a donc un peu un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'on est en train de monter en cadence. On a à notre niveau, c'est 100 millions de carnets de commandes et c'est aussi important de montrer qu'on peut faire de l'argent, on peut faire des marges dès à présent. Alors on a toujours, chez Gossin, on a toujours un gros programme de R&D et de commercialisation qui pèse encore sur notre rentabilité. Mais pour dire qu'on peut gagner de l'argent dès à présent sur ces véhicules. Et donc on a repris un site de 13 hectares, donc c'est 28 000 m², qui nous permettent de monter en puissance, de faire... en travaillant un chiffre, de faire 3000 véhicules par an pour faire face à ces grands acteurs. Je le répète, hein, il y a une grosse poussée. Le Covid et la guerre a accéléré le phénomène de digitalisation, donc du e-commerce, des commandes e-commerce. Et puis, les transporteurs ont de gros moyens financiers. Hein. Ça se traduit par une envolée du taux du fret. Le bon côté, c'est qu'ils ont vraiment de l'argent pour faire du zéro émission. Et je rappelle que sur une étude de Singapour, puisque c'est un de nos clients, le premier point qui est arrivé sur les nuisances, ce sont les nuisances sonores. C'est le bruit, puisque historiquement sont montés ensemble les grands terminaux portuaires et ces giga city. Et donc le bruit donc ça revient aussi un peu au débat qu'on avait tout à l'heure en disant est-ce qu'il faut faire du zéro émission, est-ce que c'est ceci, cela. En fait, c'est à chaque fois des use cases différents et à la fin, les objectifs sont bien différents. Le port de Singapour, ça sera le bruit, par exemple, en priorité. On va pas rester sur le camion on va parler avec vous, Jérémy Quentin. Vous êtes un habitué de ce symposium du Mans, donc je rappelle que vous dirigez Ineo, qui est une entreprise qui fait du rétrofit. On peut voir un très joli camion Ben rétrofité, commandé par le département de la Vendée. C'était la star d'ailleurs de Evolution cette année. Oui, merci, bonjour à tous. Déjà oui, ça fait quelques années et je suis heureux d'avoir été un des pionniers à parler de rétrofit lors d'une précédente édition du symposium. Et je suis heureux maintenant que ce soit intégré et que tout le monde en parle quasiment à chaque table ronde, donc merci pour ça déjà. Et oui, on a fait du chemin puisque vous pouvez voir le premier camion pour le département de la Vendée ici présent qui est d'une grande qualité d'après les retours que j'en ai de ceux qui viennent me voir, donc merci à tous pour ça. Alors c'est dommage parce qu'on ne l'a pas ici, mais vous avez fait un tracteur aussi rétrofité. Oui, ça, c'est plus original encore. Oui, tout à fait. Donc on a construit un tracteur agricole pour le groupe Charrier TP, donc à usage travaux publics. Donc tracteur de 210 chevaux, donc c'est un beau bébé qui va faire de la traction de remorque
autour de la Turballe et ce tracteur est déjà opérationnel. Il va être mis en service d'ici quelques semaines sur le site de la Turballe et je vous invite à aller le voir dès que ce sera possible, mais ne vous inquiétez pas, on va le communiquer. Mais en tout cas, c'est très impressionnant de monter dans un tracteur agricole sans bruit pour l'occasion et sans vibration, et le confort pour les salariés est quelque chose de primordial aujourd'hui pour ce type d'activité. Jérémy est un garçon qui communique seulement lorsque les projets sont opérationnels et fonctionnent. Tout l'inverse d'Elon Musk, hein. Je le dis tout de suite. Blague à part, on a parlé des bennes à ordures ménagères à plusieurs reprises depuis ce matin, et c'est un sujet aussi sur lequel vous pouvez vous positionner. Oui, tout à fait. Le 19 tonnes qui est dehors va avoir prochainement sa déclinaison en benne à ordures ménagères, hein, puisqu'une fois qu'on a développé et intégré notre solution dans un châssis cabine qui initialement était en diesel, on peut l'équiper de n'importe quel carrossage, sachant que dans notre système, on fournit cette énergie hydraulique nécessaire au fonctionnement de l'équipement, qui est une des particularités de notre système. Voilà, donc bien évidemment on y pense et on est déjà sur certains marchés publics en France qui s'engagent aussi, d'ailleurs, des collectivités s'engagent à inclure également le rétrofit pour aller vite dans le déploiement de solutions décarbonées, donc c'est très reconnaissant. L'autre aspect maintenant, c'est le passage à l'échelle. Donc il y a l'industrialisation et c'est une ancienne usine Michelin dans laquelle vous allez vous installer. Oui, exactement. Donc on a bien vu depuis ce matin que l'enjeu, c'est de massifier pour diminuer les coûts. Donc on rentre aussi dans cette logique, y compris en rétrofit. Donc ça se matérialise chez nous par la réindustrialisation du site Michelin de La Roche-sur-Yon, la préfecture de Vendée. Usine qui a fermé ses portes il y a quelques années maintenant, mais grâce aux équipes de Michelin, on va réintégrer 6600 m² du site. À partir de janvier 2023, on démarre, donc quelques unités l'année prochaine pour démarrer et une vitesse de croisière déjà étoffée de 250 véhicules par an sur ce premier site en 1.8. Donc on peut aller encore plus loin sur ce site en multipliant les équipes, mais pour l'instant, à l'horizon 2025, 250 véhicules, 53 emplois et ça tourne. David Holderbach, peut-être un petit mot sur le rétrofit, parce que ce site de Flins, où vous avez votre ligne de production, c'est aussi en fait une usine qui s'est respécialisée sur l'économie circulaire. Tout à fait. Donc là, en fait, Renault a remis en cause complètement toute cette usine de Flins, et en fait, c'est un projet qui s'appelle la Refactory. Vous avez sur ce site le recyclage de batteries, vous avez une usine VO, donc véhicules d'occasion, où comme pour les téléphones, ils retapent de manière industrielle les véhicules d'occasion, ce qui permet d'en réduire les coûts et en améliorer la qualité. Et donc dans ce cadre, IVIA s'inscrit dans le pilier qui s'appelle RE-Énergie, puisque donc on commence la fabrication des piles et bientôt des stations de recharge. Et donc, on est également en train mais le travail est devant nous pour l'instant, le travail sur le recyclage des piles à combustible aussi, puisqu'on pourra bénéficier du savoir-faire sur les piles. Alors, je vais interroger mes voisins sur le rétrofit. Alors, juste en un mot, Christophe Gossin, le rétrofit d'anciens engins de logistique qui avaient une motorisation thermique, c'est possible? Enfin, vous y avez pensé à ça ou pas? Ça correspond à un business model qui va être transitoire, de transition énergétique. Et on est plutôt, nous, à revoir sur une feuille blanche et de reconstruire la machine, parce qu'en fait, c'est un peu comme vous parliez de Tesla tout à l'heure. Une voiture Tesla, c'est pas seulement une voiture électrique, c'est qu'on y apporte beaucoup de changements. Donc on n'est pas trop sur le business de rétrofit. Aussi pourquoi? Parce qu'on a des phases de véhicules autonomes. Et pour ça, on a besoin d'une précision que seul le moteur électrique peut donner. Donc c'est lié aussi à notre business model. Je voulais aussi souligner, parce que tout à l'heure on parlait du Made in France, et je voulais en profiter pour remercier, parce qu'on a le CEA, pour nous a été le déclic en 2012. Et je pense qu'on ne serait jamais parti dans l'hydrogène s'il n'y avait pas eu le crédit d'impôt recherche. À l'époque, on pouvait doubler les bases quand on travaillait. Et je crois que l'aide se montait à 60%. Et je pense qu'on n'aurait pas on ne serait pas lancé dans l'hydrogène s'il n'y avait pas eu cette aide. Et bon, je sais qu'il y a des personnes du CEA ici. Et je tiens à remercier, parce que souvent on a tendance à taper sur les administrations. Et là, je voulais en profiter pour les remercier, parce que c'est quand même grâce à eux, on a eu ce transfert de savoir-faire sur l'intégration de n'importe quelle chimie de batterie, sur la partie aussi, toute la partie hydrogène, et aussi sur la navigation autonome.
Et pour parler encore du Made in France, on intègre aussi les batteries de Saft en ce moment sur des premiers avitailleurs. Donc ça sera une première sur, on va en parler, ce sera une application chez Airbus avec jouer l'aspect français avec Total et leur filiale Saft. Donc on essaie de favoriser au maximum. Dès qu'on le peut, on discute bien sûr avec d'autres comme Symbio également qui commencent à être bien avancés sur le fuel cell. Donc c'est important d'avoir cette diversité et c'est important aussi de ne pas se concentrer uniquement sur la fabrication d'une fuel cell. C'est aussi important d'avoir des spécialistes en France de la membrane, d'autres éléments qui composent ces fuel cells parce que c'est pas facile ce que vous faites, hein. Fabriquer des fuel cells, il faut avoir du courage. On voit qu'une partie de l'iceberg et ce serait positif pour l'offre qu'on ait d'autres encore dans cette espèce de gâteau, d'autres feuilles intermédiaires qui nous permettent d'avoir une diversité. J'ai une petite question pour mon voisin de Pragma, parce que j'étais à la foire de Bordeaux il n'y a pas très longtemps. J'ai vu une start-up qui proposait de faire du rétrofit pour le vélo, d'électrifier en fait des vélos classiques. Ils ont trouvé une solution, il paraît que ça marche avec tous les vélos. Ça a l'air très bête ce que je dis, mais enfin, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour une solution de rétrofit vélo hydrogène Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit? Pourquoi pas? Tout est possible à ce stade, hein. Je veux dire, c'est pas inenvisageable en tout cas. Alors c'est vrai que Pragma aujourd'hui est connu pour ses vélos. Il ne faut pas oublier que le Pragma, ce sont deux sociétés. C'est d'abord Pragma Industries qui conçoit les systèmes à hydrogène et Pragma Mobility qui crée les usages. Alors tout à l'heure j'entendais live qui disait il faut mettre de l'hydrogène, il faut produire de l'hydrogène pour tout le monde. Eh bien nous on a les usages pour tout le monde et tous les jours puisque la mobilité urbaine aujourd'hui, les vélos. Voilà un bel exemple. Une bêta-testeuse de Biarritz. Donc nos vélos, mais aussi nos triporteurs aujourd'hui, les scooters en 2023. On va voir. Voilà. Ça, c'est le nouveau. Voilà, les triporteurs. Alors, autant le vélo a été développé à 100% par Pragma, autant le triporteur, nous travaillons avec un partenaire français, le VUF, véhicule utilitaire français, qui produit le châssis. Et nous sommes venus intégrer le système hydrogène que nous avons, sur la nouvelle version du Neo, que nous avons intégré dans le triporteur. Alors, puisqu'on est en train de faire du coup l'éventail des différents vélos, il y a aussi le scooter, et ça, c'est une solution qui est purement made in France. Scooter hydrogène qui a été présenté donc il n'y a pas très longtemps, c'était sur Evolution. Le voici d'ailleurs en photo. Le voilà. C'est même vous en photo dessus d'ailleurs. Ah bah, c'est formidable. On fait bien les choses chez vous. Alors effectivement, ce scooter est développé sur un système hybride. Alors je précise que le vélo a ceci de particulier, c'est que c'est un vélo zéro lithium. Nous avons remplacé la partie batterie par des supercapaciteurs qui nous permettent en fait d'avoir un vélo assez vertueux. Et ce scooter, lui, est un système hybride, c'est un système à 3 kW, un moteur électrique, sur lequel on vient amener 1 kW d'hydrogène. Et pour le coup, un partenaire français, Mobion. Nous espérons commencer la production en 2023 avec des modèles qui pourraient rouler fin 2023, en 2024. D'accord, très bien. Alors, il se trouve que vous avez dans vos clients un pionnier, enfin je pense à Alain Hainaut de Touraine-Vallée de l'Inde qui ce matin donc était ici même. Il a passé pas mal de temps pendant la pause déjeuner chez vous pour vous poser plein de questions. Du coup, Alain, est-ce que vous voulez dire un mot sur le nouveau vélo, ce que vous pensez de l'évolution des produits? Oui, va monter. Attendez, je vais vous passer le micro vite fait, si vous voulez bien dire un petit mot. Oui, effectivement, je dispose de 15 vélos depuis 4 ans. Certains vélos ont 4000 km, presque 5000 km. On a eu quelques problèmes au niveau du fonctionnement, bien sûr, et de mise au point. Et il y a un nouveau système qui est mis au point qui permet carrément de démonter le moteur électrique et la pile d'hydrogène et de l'interchanger donc rapidement. Donc, qui limitera les interventions et les immobilisations des vélos. Donc, une nouvelle version qui est très intéressante. Et d'autre part, elle est moins chère, donc encore plus intéressante. Et on parlait aussi de projets, certainement, qui resteraient améliorés pour qu'on ait un système complètement intégré, c'est-à-dire la fourniture avec le vélo de systèmes de distribution d'hydrogène, c'est-à-dire de stations d'hydrogène.
comme certaines grandes sociétés le font aujourd'hui quand ils vendent les véhicules avec la station qui va remplir le véhicule. Je crois que c'est un bon projet de développement pour atteindre les objectifs rapidement et qui permettrait de satisfaire nos collectivités. Merci pour cet éclairage. On va parler de cet aspect écosystème, mais d'abord j'aimerais qu'on évoque quand même un projet aussi ligérien, qui sera ligérien à terme. On va parler de balayeuse hydrogène. Vous l'avez vu à l'extérieur, c'est ce petit engin bleu, qui était d'ailleurs aussi à Evolution. Je vous présente donc Guillaume Douré, donc, qui représente, on dit Lacmar ou on dit Cmar ? On dit Lacmar. On dit Lacmar. Pour l'instant, ce véhicule, c'est un véhicule d'import, de fabrication, je crois, écossaise, c'est bien ça ? Alors, c'est un produit hollandais. C'est hollandais, pardon. Alors, nous, en 2 mots, Lacmar, nous sommes fabricants de matériel de voirie et propreté urbaine, donc tout ce qui est laveuse et décapeuse eau chaude. Et également, nous sommes distributeurs de balayeuses pour le travaux publics et pour les collectivités. Nous travaillons avec la société Green Machine, qui est une société hollandaise et qui fabrique ces petites machines, cette machine que vous pouvez voir dehors. Donc ce matériel-là, on le distribue depuis 3 ans à peu près. On va dire que il y a eu pas mal on a beaucoup travaillé sur le lancement de ce produit et sur le développement de ce produit en France. Les premières commandes sont de cette année pour des sociétés de propreté comme de Richebourg, notamment la machine qui est dehors. Nous avons de plus en plus de projets avec des collectivités, par exemple comme les Sables d'Olonne, et beaucoup d'autres, des sociétés comme de Richebourg, comme Veolia. Donc voilà, ça nous permet de nous familiariser un peu avec cette technologie-là qui est nouvelle. Pourquoi pas la faire en France sur nos produits dans le futur. Mais pour le moment, c'est une distribution et c'est un produit qui fonctionne bien. Qu'est-ce que ça représente en matière de volume aujourd'hui, ce type de, c'est du marché de niche pour l'instant, j'imagine. Oui, c'est du marché de niche. Alors aujourd'hui, on parle de quelques unités. Alors là, on est sur une balayeuse d'1 mètre cube. Donc c'est un produit en France qui se vend à peu près une centaine d'unités par an. Donc ramené à l'hydrogène, bien sûr qu'il y a un marché et qu'il est en hausse. Là, pour l'instant, vous attendez quoi ? Que la technologie soit plus mature, surtout que les coûts baissent, parce que la technologie, à la limite, elle existe, on sait que ça marche. Ce qu'il faut peut-être, c'est des piles moins chères, j'imagine. Exactement, le coût est très important, c'est un frein pour nous aujourd'hui. Au niveau des stations également, on va au rythme du déploiement des stations. C'est pour ça que, à chaque fois, je donne des exemples de villes qui vont avoir une station et qui pensent à avoir une machine comme celle-ci. Donc voilà, pour le moment, c'est ce qui fait que les volumes sont encore très limités, mais on a bon espoir pour le futur. Merci pour cet éclairage. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir les véhicules et les stations, c'est bien. Typiquement, je vais revenir vers vous, donc côté Pragma Industrie, parce qu'il y a Pragma Mobility. Et là, justement, si on prend l'exemple du scooter, c'est tout à fait pertinent d'avoir un modèle engin plus la petite station de remplissage qui va. Absolument. Alors en fait, jusqu'à présent, nous étions principalement sur des créneaux B2B, B2G, avec des flottes captives. Et en 2023, nous allons commencer le maillage de certaines villes en France, avec des stations de distribution qui seront avitaillées avec des triporteurs à hydrogène. Donc nous commençons à nous positionner sur nous sommes aujourd'hui plus un concepteur d'écosystème qu'un vendeur de véhicules finalement. Et au niveau de la mobilité urbaine, on voit qu'il faut impérativement, que ce soit pour des vélos, pour des triporteurs, pour des scooters demain et également pour les petites voitures qui vont arriver dans les centres-villes et qu'on commence à voir sur les routes, les amis Citroën, ce genre de petites voitures en équivalent 50 cm3 jusqu'à 125 cm3. Eh bien, demain, il y aura besoin d'une nouvelle infrastructure pour ces véhicules et nous sommes en train d'y travailler avec des stations de distribution qui viendront mailler certaines villes dès 2023. Alors c'est important parce que globalement sur le roadmap de Pragma Industrie, la montée en puissance des piles qui fait que globalement nous arriverons sur des puissances d'environ 11 kW d'ici 2025 nous permet en fait d'avoir une panoplie de véhicules que nous souhaitons agrandir au fil de l'intérêt que ça va susciter, parce que globalement si aujourd'hui nous avons pris le parti de produire un vélo, c'est bien pour montrer que ça marche.
Et on voit qu'avec VUF, eh bien, notre rôle est plus un rôle d'équipementier et de répondre aux sollicitations des industriels qui voudront passer à l'hydrogène. Donc avec de l'hydrogène de moins en moins cher, avec un réseau de distribution et des véhicules, eh bien, c'est vrai que nous pensons globalement que ça va aller plus vite que prévu. Et moi, j'espère que d'ici 2025, dans pas mal de villes en France, il y aura de la possibilité pour du grand public de venir de pouvoir acheter en tout cas des véhicules à hydrogène. Je rappelle que le vélo aujourd'hui, c'est probablement la seule utilisation de l'hydrogène au quotidien pour le grand public. C'est pas mal. Est-ce que demain, Praga Mobility pourrait proposer des véhicules à 4 roues aussi? Vous faites 2 roues, 3 roues? Nous y travaillons. Il suffit d'en rajouter une. Hein. Nous y travaillons activement. David Holderbach, on l'a bien compris à travers la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Chez vous, on peut choisir que des véhicules ou véhicules et infrastructures. Et c'est quand même important pour les flottes captives d'avoir cette sécurité de station. Absolument. Donc effectivement, l'offre IVIA est très particulière dans le sens où on sait offrir tout l'écosystème. On offre notre priorité, c'est la mobilité décarbonée, donc remplacer des masters diesel qui émettent 10 à 15 tonnes de CO2 par an par du zéro émission. Donc ça, c'est notre objectif final. Mais on voit bien que quand on discute avec nos interlocuteurs, et on était avec France Hydrogène il y a quelques mois à Porte de Saint-Cloud pour signifier que les véhicules sont là où arrivent, avec Stellantis et avec les constructeurs asiatiques, pour signifier, regardez, les voitures sont là, mais il n'y a pas assez de stations. Et donc nous, on offre une réponse quelque part partielle pour les flottes captives, effectivement, avec des stations de recharge et l'approvisionnement d'hydrogène, le cas échéant. Et donc, stations qui font de l'hydrogène vert avec électrolyseur intégré? Absolument. Donc, on a, encore une fois, on bénéficie du savoir-faire et des assets de Plug Power. Donc, on a cette capacité à avoir cette technologie et ces équipements rapidement. Christophe Gossin, les stations, c'est important aussi pour accompagner naturellement l'essor des camions. Et justement, il y a un accord qui a été conclu avec HRS. On avait Adamo Scracci qui était là ce matin avec nous. Oui, c'est un de nos partenaires donc, que l'on souhaite emmener dans notre proposition globale, effectivement, sur les ports et les centres logistiques. Ça, c'est une condition clé, enfin, même dans le domaine de la logistique. Là, on a parlé du vélo, de la voiture, mais dans votre domaine à vous, c'est nécessaire aussi. Il y a vraiment des zones qui sont intéressantes sur les stratégies, par exemple sur le Moyen-Orient. Il y a à disposition aussi bien l'éolien, tout ce qui est le golfe d'Aqaba. Enfin, généralement, il y a des grosses chaleurs la journée, donc c'est là où le photovoltaïque est vraiment très intéressant. Et le soir, il y a du vent. Donc c'est là, apparemment, si les chiffres sont bons, c'est là où on produit la partie électrique la moins chère pour pouvoir alimenter l'électrolyseur. Donc c'est très prometteur sur l'ensemble du littoral. Et c'est pour ça que j'insiste avec les terminaux portuaires. Chez Gossin, on est vraiment convaincu que ça va commencer en premier lieu sur les terminaux portuaires, des endroits qui sont privés. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce transport horizontal à approvisionner et on a une rentabilité très rapide de la station. Et surtout, aujourd'hui, on est aussi confronté au problème du coût de l'hydrogène qui est composé majoritairement sur le coût des chiffres que j'avais. Alors ça a peut-être évolué, hein, on peut voir avec Philippe Boucli de chez France Hydrogène. Mais en gros, je crois que c'est 70% ou 80% pour distribuer l'hydrogène. Donc si on peut éviter de transporter l'hydrogène et la produire sur place et qu'elle soit consommée directement, c'est un business model qui bien sûr donc voilà, Gossin, nous on consomme, on est en bout de chaîne, on est ceux qui allons consommer de l'hydrogène et alors il n'y a pas que nous, hein, il y a sur les terminaux portuaires, vous avez plein d'équipements, enfin c'est assez impressionnant et juste derrière vous avez ces fameux centres logistiques. Merci Christophe. Alors on a pu me reprocher ce matin qu'on n'avait pas trop le temps pour les questions, mais en même temps vous avez vu que le programme était quand même très très dense, donc ça aurait été compliqué, on aurait mangé plus tard et tout. Là on a quelques minutes avant 16h, est-ce que par hasard vous auriez des questions pour nos amis qui débattent ici du Made in France? Si vous en avez, c'est le moment. Il y a une question, très bien, maintenant que j'ai lancé cette idée géniale, Fabienne va se proposer pour transmettre le micro, merci beaucoup.
Bonjour. Une question concernant les véhicules qui soient neufs chez Gossin ou rétrofités avec Eneo, de voir un peu quelle est votre vision sur, à court terme, le prix de ces appareils et le TCO qui va en ressortir par rapport aux solutions traditionnelles gasoil qu'on a aujourd'hui sur le marché, quoi. Oui. Alors, du côté d'Ineo, l'avantage du rétrofit, c'est déjà de partir de véhicules existants. Donc aujourd'hui, forcément, la solution est chère. Et ça, c'est logique. On est encore en phase de lancement industriel. C'est aussi pour ça qu'on industrialise derrière pour baisser ses coûts. Mais l'avantage du système qu'on a développé, c'est qu'il va être réutilisable et transférable d'un camion à un autre. C'est-à-dire que là, on va équiper des camions dans les années qui viennent. Mais dans 5-6 ans, on pourra récupérer à nouveau cet équipement pour le mettre dans des camions plus récents. Donc c'est ce modèle économique-là qui va permettre d'avoir une rentabilité supplémentaire sur le rétrofit de poids lourds, tel qu'on l'imagine nous. Et aujourd'hui, nos clients ont bien capté cette idée que cet amortissement d'équipement supplémentaire va être sur du long terme. Et l'usure du moteur électrique, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. Les seules pièces d'usure, ça va être l'évolution des batteries, qu'on pourra réaffecter pour d'autres applications en statique, et les révisions de piles à combustible qui pourront être faites. Donc il y a tout ça à construire aussi dans les modèles économiques de demain. C'est le reconditionnement des stacks des piles à combustible ou alors l'échange standard tel qu'on le connaît aujourd'hui dans l'automobile des moteurs. Donc tous ces éléments-là vont permettre de parler de coûts de revient kilométrique pertinents le plus tôt possible. En tous les cas, c'est comme ça qu'on le travaille. Et ensuite, il y a les formules de leasing qu'on est aussi en train de construire avec des partenaires qui vont permettre de rentrer dans les modèles économiques déjà habituels de loyer, etc., mais qui vont aussi être sur du plus long terme. De toute façon, un véhicule hydrogène va se garder beaucoup plus longtemps qu'un véhicule diesel classique, donc les durées d'amortissement, tout ça évolue. Donc le coût de revient kilométrique va être assez proche finalement assez rapidement. Donc nous, on fait, en gros, c'est un véhicule au départ qui va coûter 1,5 fois à 2 fois plus cher qu'un véhicule normal. Alors bien sûr, on s'intéresse tout de suite aux conditions d'exploitation, hein, le calcul des OPEX, et là où on trouve un retour sur investissement qui est entre 4 et 5 ans. Mais étalé dans le temps, quelqu'un ce matin il parlait de la révolution de la première voiture automobile, ça a pris près de 100 ans pour en être là où nous en sommes aujourd'hui. On est vraiment que sur le début d'une learning curve qui va s'accélérer. On achetait, nous, les batteries, il y a 6-7 ans, on achetait les batteries 1200 € le kilowatt. Aujourd'hui, on les achète à 250 € le kilowatt avec de meilleures performances, plus denses. Et on est vraiment qu'au début d'une histoire sur l'hydrogène. Si on se positionne à 4 ans ou à 5 ans, il y a même des études qui donnent le véhicule électrique déjà moins cher que le véhicule thermique en ce qui concerne la mobilité des personnes. Merci encore à Christophe Gossin, notre grand témoin, qui a bien joué le jeu à 3 reprises.